Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Pour notre analyse aujourd'hui, on a un document assez unique. Ce ne sont pas des articles ou des notes de recherche, mais la transcription brute d'un événement en direct. La finale d'un sport futuriste est particulièrement brutale, le roll-ball. Et il faut tout de suite planter le décor, parce que le contexte est vraiment électrique. Le match se passe à Néolith. Il oppose en fait deux visions du monde. D'un côté, on a les grands favoris, les Yankees de Night City. Une équipe de stars achetée à prix d'or. Et de l'autre? De l'autre, les outsiders, les gladiateurs de Néolith, l'équipe locale, et elle est en plein deuil. Ces trois joueurs vedettes sont morts récemment. Pour la ville, ce sont devenus des martyrs. Donc notre but, en décortiquant cette transcription, c'est pas juste de faire un résumé de match. Ah non, pas du tout. C'est de comprendre ce que cet événement révèle sur la société qui l'organise. On va voir que derrière le spectacle, il y a des jeux de pouvoir, une exploitation et une violence qui est partout. C'est ça. On va faire une sorte d'autopsie culturelle, mais à travers le prisme d'une finale sportive. Alors commençons par le tout début, l'arrivée des Yankees. La transcription décrit une scène, c'est pas une simple entrée de stade. Ah non, on est très loin de ça. C'est une production hollywoodienne. Tapis rouge, une foule en délire, les flashs des journalistes qui crépitent de partout. C'est une performance avant même le début du match. Exactement. C'est une déclaration d'intention. La transcription détaille leur tenue, c'est assez fou. Un joueur porte un costume disco, entièrement scintillant. Un autre a une crête iroquoise fluo, avec d'énormes bras cybernétiques chromés. Ce ne sont pas des athlètes qui arrivent. Non, ce sont des icônes pop, des produits de divertissement. Ils affichent une confiance, presque une arrogance. Mais pourquoi une telle mise en scène? Juste pour le spectacle? Le spectacle est une arme. C'est une forme d'intimidation psychologique. Ils ne disent pas seulement « on est les meilleurs », ils disent « on vous possède ». Cet événement, il est à nous. Ils relèguent l'équipe locale au rang de simple figurant, avant même que le match commence. Et les médias, ils jouent lieu. Ah oui, ils l'amplifient. La transcription nous donne les commentaires de deux présentateurs, dont un certain Jean Mimi. Et lui, il est tout sauf impartiel. C'est ça qui est fascinant. Jean Mimi, c'est un supporter déchaîné des Yankees qui se fait passer pour un journaliste. Il acclame leurs gestes, il dénigre ouvertement les gladiateurs. Son manque d'objectivité est normal. Ce qui laisse penser que le rôle des médias, là-dedans, n'est pas d'informer. Non, c'est de construire un narratif. Et le narratif, c'est la victoire inévitable des Yankees. Le média n'est plus un contre-pouvoir, c'est un outil de propagande au service des puissants. La partialité de Jean Mimi, ce n'est pas un défaut du système, c'est le système. D'accord, ça c'est la façade, le grand spectacle. Mais la transcription nous emmène ensuite en coulisses, dans les vestiaires des Yankees. Et là, le vernis craque. Ah oui, complètement. L'ambiance n'a plus rien à voir. On quitte le show et on entre dans une réalité bien plus sombre. On découvre que ces demi-dieux du stade sont en fait des prisonniers. Ce n'est pas juste une question de contrat de travail. On est bien au-delà de ça. On parle de forme de servitude moderne. Un joueur, par exemple, un ancien militaire. Il est maintenu fonctionnel grâce à un implant cérébral. C'est le club qui le contrôle, pour l'empêcher de vriller, comme dit la transcription, à cause de ses traumatismes. C'est terrifiant. Il est contrôlé électroniquement. Voilà. Et pour les autres, ce sont des leviers plus classiques. Un joueur est écrasé par des dettes de jeu colossales. Devine qui a racheté ses dettes. Le président de l'équipe, j'imagine. Exactement. Il ne joue plus pour la gloire, il joue pour rembourser une dette qui ne fait qu'augmenter. Un troisième est dépendant d'une drogue de combat, fournie par l'équipe juste avant les matchs. Ils sont enchaînés par leur faiblesse. Et le point culminant de cette exploitation, c'est quand le président, John W., entre dans le vestiaire. Il n'est pas seul. Il est avec deux types qui viennent visiblement de la pègre locale. C'est peut-être le passage le plus révélateur de tout le document. Sous les yeux des joueurs, sans même essayer de se cacher, John W. conclut un accord avec ses mafieux. Une transaction. Il leur vend littéralement ses joueurs pour des soirées privées dans leur club après le match. Attendez, la transcription est claire là-dessus. Le mot utilisé est bien « acheter ». Les termes sont sans équivoque. Je vous achète lui, lui et lui. Il n'y a aucune métaphore. Les athlètes sont réduits à de la marchandise, loués, vendus. Leur consentement n'est même pas un sujet. Ils assistent à ça en silence. C'est du trafic d'êtres humains, déguisé en accord commercial. C'est de la déshumanisation totale. Ça nous dit que dans ce monde, le statut de star ne protège de rien. Au contraire,
Il vous transforme en un objet de grande valeur que le propriétaire peut utiliser comme il veut. C'est glaçant. On quitte cette scène pour retourner sur le terrain juste avant le coup d'envoi. Et là, l'attention se porte sur les gladiateurs. Oui, et le contraste est saisissant. Ici, on ne parle pas d'argent ou de contrat, mais de deuil et de mémoire. Le nouveau capitaine, Jason, surnommé la Torche, prend la parole pour un éloge funèbre. Et ce n'est pas un discours triste, si j'ai bien compris. Il transforme l'énergie du stade. Oui, sa rhétorique est très puissante. Il ne présente pas ses anciens coéquipiers comme des victimes. Il les appelle des martyrs. Il dit qu'ils étaient trop vivants pour cette ville. Il transforme leur mort en un sacrifice. Et par ce geste, il transforme la peine collective en une rage, en une soif de victoire. Il ne demande pas au public de pleurer. Il lui demande de se battre. C'est ça. Il devient plus qu'un capitaine, il devient le leader d'une ville qui cherche la rédemption. Il incarne l'espoir, la résilience. C'est un acte de leadership incroyable, ça galvanise tout le monde. Juste après, une artiste, Spade Solo, chante la Marseillaise. Et c'est là qu'il y a un détail étrange. La transcription parle d'un glitch. Oui, pendant une fraction de seconde, la retransmission est comme piratée. Une autre musique, un autre hymne se superpose à la Marseillaise puis disparaît. C'est très court, mais c'est important. Qu'est-ce que ça peut signifier Ça suggère que le contrôle total que les organisateurs pensent avoir est une illusion. Il y a une faille. Quelqu'un, quelque part, peut interférer avec le flux officiel. C'est une petite note discordante dans la symphonie et un excellent présage pour la suite. Et puis, le match commence. Et la stratégie des Yankees, elle est brutale. L'objectif n'est pas de marquer, c'est de démanteler l'équipe adverse. Et leur cible, c'est Jason. On peut même se demander si c'est encore du sport. C'est un assaut coordonné. La transcription décrit une formation, le Maximator. Plusieurs joueurs s'assemblent pour former un colosse mécanique sur patins. Une machine de guerre. La violence n'est pas un accident. C'est la stratégie. Avertissement. Les Yankees gagnent en étant les plus destructeurs. Mais les gladiateurs résistent. Jason encaisse des coups terribles, il est gravement blessé, mais il se relève toujours. Et à la fin du temps réglementaire, le score est de 0-0. C'est le triomphe de la résilience sur la force brute, ce qui nous amène à la prolongation. La mort subite. Le premier qui marque gagne. Et les Yankees, fidèles à eux-mêmes, concentrent tout sur Jason pour l'achever. Et c'est là que leur arrogance leur coûte la victoire. Exactement. Leur obsession de détruire le symbole les aveugle. Ils oublient le reste du terrain. Ils laissent un autre joueur des gladiateurs, un inconnu, sans surveillance. Il récupère la balle, il traverse le terrain et il marque. La victoire de l'outsider. Le scénario de film parfait. La foule explose. C'est l'euphorie. Mais pour les Yankees, la défaite est inacceptable. Et leur réaction, c'est le chaos. Ils refusent le résultat. Ils déclenchent une bagarre générale. Pas seulement entre joueurs. Ils s'attaquent à la sécurité, ils provoquent le public. La violence du terrain contamine tout le stade. Et pendant ce chaos, on a l'image inverse. L'image de la victoire. Jason, le héros, est porté en triomphe par ses coéquipiers. Le contraste visuel est très fort. D'un côté, la fureur. De l'autre, la communion. Jason est hissé jusqu'à la tribune VIP. Le prince de la ville, Richard Goldman, l'attend avec la coupe. C'est l'image parfaite de la rédemption, le point culminant. Le conte de fées. Et c'est à cet instant précis que tout bascule dans l'horreur. Au moment exact où Jason tend la main pour saisir le trophée, une première explosion secoue la tribune, puis une deuxième, une troisième et une quatrième dans d'autres parties du stade. L'événement sportif se transforme en scène de terreur. Et la retransmission s'arrête là. Bon, essayons de synthétiser. Ce qui était présenté comme une simple finale sportive était en fait une poudrière. Absolument. On a vu l'exploitation des athlètes, réduits à l'état de marchandises. On a vu la manipulation des médias et une culture qui glorifie la violence jusqu'à ce qu'elle devienne incontrôlable. La victoire qui devait être un moment de fierté pour la ville se termine en attentat. Et c'est là qu'arrive la révélation finale. Une information dans les toutes dernières notes de la transcription qui change tout. En effet, on apprend que Jason, la torche, le héros de tout un peuple, le symbole de la résilience, était en réalité un agent infiltré. Son objectif n'a jamais été de gagner ce match. Le discours, la souffrance endurée, les coups, tout ça n'était qu'une mise en scène. Son véritable objectif était de construire ce personnage de héros pour gagner la confiance de tous,
se rapprocher physiquement du prince et déclencher ces explosions au moment précis où toute l'attention du monde serait sur lui. Une performance bien plus complexe que celle des Yankees, finalement. Absolument. Ce qui nous amène à la pensée finale. Que se passe-t-il lorsque l'acte de bravoure que tout un peuple célèbre est en réalité la couverture d'un acte de terrorisme? Quand le héros d'une histoire est aussi son antagoniste, qui a réellement gagné? Et question peut-être plus troublante encore, si le symbole d'espoir d'une ville est construit de toutes pièces pour devenir une arme, que reste-t-il de l'idée même de héros?